Un additif est une substance qui n'est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire. Il s'agit de substances ajoutées aux aliments afin de préserver ou d'améliorer leur fraîcheur, leur goût, leur texture, leur aspect et surtout leur innocuité. Oui, parce que les aliments doivent être inoffensifs et préserver la santé. Il faut savoir que 80% des aliments industriels contiennent des additifs alimentaires. Il existe des centaines d'additifs. Malgré leurs caractéristiques modernes, sachez que les additifs alimentaires sont employés depuis des siècles. Quand on parle d'additifs, il faut savoir qu'il existe des additifs alimentaires naturels. La conservation des aliments a commencé dès que l'homme a appris à protéger sa récolte jusqu'à la récolte suivante. Donc, dès que l'homme également a appris à conserver sa viande, son poisson, ceci par le biais, par exemple, de la salaison ou de la fumaison, dont le sel est un additif, c'est un conservateur. Les additifs alimentaires se décomposent en plusieurs groupes en fonction de leur rôle, ce qui fait qu'ils ont des fonctions particulières. Vous allez avoir des additifs alimentaires qui sont là pour garantir la qualité sanitaire des aliments. C'est notamment les conservateurs et les antioxydants. Vous allez avoir des additifs alimentaires qui auront pour rôle d'améliorer l'aspect et le goût d'un aliment ou d'une denrée. C'est le cas des colorants, des édulcorants, des exhausteurs de goût. Vous pourriez utiliser des additifs alimentaires afin de conférer une texture particulière à ce que vous fabriquez. C'est le cas notamment de tout ce qui est gélifiant, épaississant. Et enfin, pour garantir la stabilité d'un produit, vous pourrez utiliser les émulsifiants, les stabilisants ou les anti-agglomérants. Dans tous les cas, sachez qu'on distingue deux types d'additifs. Les additifs qui sont naturels, donc vous allez les obtenir à partir d'extraits de végétaux, de minéraux, de micro-organismes, d'algues par exemple. Et vous allez avoir des additifs alimentaires qui sont plus chimiques. Donc il s'agit d'additifs de synthèse qu'on va utiliser pour reproduire par exemple une couleur ou alors pour reproduire un arôme naturel. Nous allons dans cette vidéo vous parler de quelques additifs que vous gagnerez à maîtriser et à connaître si vous souhaitez vous lancer dans l'agro-industrie. Un agent moussant, appelé également agent foisonnant ou agent de foisonnement, c'est une substance qui va faciliter la formation d'une mousse stable. Il faut savoir que les agents moussants peuvent être naturels ou artificiels. Ce sont des tensioactifs qu'en tant qu'agro-industriel, vous allez utiliser dans le domaine alimentaire. Les agents moussants sont utilisés pour la fabrication des sodas, de la bière, du champagne ou des vins mousseux. Vous allez également utiliser les agents moussants pour faire du café, du cappuccino par exemple. On y met un peu d'agent moussant. Dans le domaine de la fabrication des détergents, on utilise les agents moussants. C'est le cas donc pour faire du savon, pour faire des mousses pour le nettoyage, les détergents, etc. Tout ce qui est savon, on utilise les agents moussants. Dans le domaine de la cosmétique également, vous utilisez les agents moussants. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la lutte contre les incendies, vous allez voir que pour lutter contre les incendies, on utilise la mousse. On utilise des émulseurs. Pour faire cette mousse-là, bien entendu, il s'agit d'agents moussants qui sont en back-office. Dans tous les cas, sachez qu'on utilise donc les agents moussants dans le domaine de l'alimentation et c'est considéré comme additif alimentaire. Quand vous faites mousser une bière par exemple, sachez que la mousse joue dans ce cas un rôle de protection de la bière qui est très important. Donc, cette mousse-là va former une pellicule qui va empêcher le gaz de s'évaporer. Donc, c'est grâce aux agents moussants que vous pouvez déguster donc votre bière avec des bulles ou alors d'autres boissons moussantes. Donc, la mousse va faire donc une barrière entre l'air et votre boisson et la bière, par exemple, et éviter l'oxydation des arômes et des parfums. Pour votre culture, si vous souhaitez vous lancer dans l'agro-industrie, il faut connaître un instrument qui est appelé le FOAMSCAN. Oui, la capacité moussante qui correspond à la capacité d'un ingrédient à former, à stabiliser une mousse, est mesurée à l'aide d'un instrument dédié qu'on appelle le FOAMSCAN. Donc, le FOAMSCAN
est un analyseur de mousse. Vous devez l'avoir parce qu'il va vous permettre de mesurer le volume de mousse qui est produit après bullage. Il va mesurer la stabilité de votre mousse et son drainage. Il faut savoir que les propriétés de moussage et de stabilité dépendent de la fraction liquide, donc de la quantité de liquide que vous allez mettre dans votre composition par rapport au volume de mousse, de la taille des bulles et de la polydispersité, c'est-à-dire de la répartition et de la taille des différentes bulles. La levure est connue et est appréciée depuis des temps anciens, depuis des siècles. La levure est un ingrédient qui est important non seulement en boulangerie, mais également dans l'industrie vinicole et brassicole. C'est-à-dire que pour faire du pain, de la pâtisserie, du vin, de la bière et de nombreux autres aliments, vous allez utiliser la levure pour ses propriétés fermentantes. Parce que ce sont des substances qui vous permettent d'amorcer le processus de fermentation et aussi d'ajuster le degré d'alcool. Oui. En effet, c'est non seulement un agent de fermentation, mais il vous permet également effectivement d'ajuster le degré d'alcool. Quand on parle de fermentation, c'est un processus biochimique naturel par lequel vous allez avoir un aliment de base qui va être transformé sous l'effet de micro-organismes, sous l'effet des enzymes qui sont produites par des micro-organismes. Et très souvent, ce processus s'effectue en aérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Donc, vous allez avoir des bactéries ou des champignons qui sont activés. Vous allez par exemple avoir des moisissures, des levures qui vont faire lever le pain en produisant du gaz carbonique. Le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène dans la pâte, par exemple. Sachez également que pendant le processus de fermentation, la levure va transformer les glucides en une série de métabolites secondaires. Et ces composés-là vont permettre de rehausser les arômes et les saveurs de votre composition en améliorant également la texture. Dans un aliment, vous pouvez avoir de nombreux composés volatiles et que vous allez percevoir soit par la voie nasale, c'est-à-dire en respirant, donc ça va correspondre à l'odeur, soit par une voie rétronasale, c'est-à-dire que quand vous allez placer l'aliment dans votre bouche, ça va donner naissance à l'arôme. Ces composés volatiles n'apportent aucune contribution énergétique aux aliments dans lesquels ils se trouvent. Mais par contre, ils jouent un rôle fondamental dans la reconnaissance des aliments ainsi que dans le plaisir qu'on va tirer à déguster ces aliments-là. Les arômes, les essences, les extraits vont apporter un nouveau goût sur un aliment qui n'en avait pas ou en avait peu. Vous pouvez les avoir d'origine végétale, ça peut être la cannelle, la vanille, la menthe, mais également des arômes d'origine animale comme la viande, le lait, le poisson. Donc on peut extraire donc ces arômes à partir de la vapeur, à partir d'une pression à froid ou même par infusion dans de l'alcool. Les colorants dans l'alimentation ont deux fonctions. Soit conserver la couleur d'origine de l'aliment ou la renforcer, soit alors créer de nouvelles couleurs pour rendre l'aliment un peu plus appétissant. Il faut savoir que la couleur est très importante parce que c'est la première impression que l'on se fait sur la qualité d'un aliment. Et les industriels ont compris qu'il faut maîtriser la couleur, qu'il faut travailler à choisir la bonne couleur. Quand on vous parle par exemple d'un yaourt à la fraise, à la base le yaourt est blanc. Il n'est pas aussi rosé en fait. Mais on va y ajouter effectivement un colorant pour donner cette couleur rose qui donne envie de consommer. C'est pareil pour le sirop de menthe. Le sirop de menthe n'est pas vert. Il a une couleur naturelle un peu neutre. Mais on va ajouter donc ce colorant alimentaire vert qui rappelle donc la feuille de menthe afin de rendre plus attractif le sirop. Donc, sachez donc que pour rendre plus appétissant les produits, l'agro-industriel va y introduire donc des colorants. Un conservateur alimentaire, c'est une substance minérale ou organique que vous allez ajouter aux aliments dans le but d'améliorer leur conservation. Donc, les conservateurs vont permettre ainsi de prolonger la durée de conservation d'aliments en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes.
Les conservateurs sont présents dans la majorité des produits courants à la consommation. Ils empêchent la modification du goût des aliments tout en garantissant leur innocuité. Grâce aux conservateurs, vous allez pouvoir ralentir la décomposition qui est provoquée par les moisissures, par l'air, par les bactéries ou les levures. En plus de préserver la qualité des aliments, les conservateurs vont aider à empêcher leur contamination pour que, in fine, ceux qui vont consommer ces aliments-là n'attrapent pas des maladies d'origine alimentaire, dont le botulisme, par exemple, qui est vraiment mortel. Dans la catégorie des conservateurs, il faut savoir qu'il existe des conservateurs naturels. Donc, des conservateurs qui ont été imaginés, qui ont été utilisés par l'homme avant l'apparition de l'industrie chimique et qui, jusqu'à nos jours, sont utilisés. Vous pouvez conserver vos aliments, par exemple, avec de l'alcool. Vous pouvez conserver dans du vinaigre. Le vinaigre est un conservateur. Vous pouvez conserver dans de l'huile, dans de l'eau de chaud. Et ça, c'est si vous souhaitez conserver en phase liquide. Maintenant, en phase solide, vous pouvez utiliser des graisses. Vous allez voir quand vous faites du confit de canard ou alors quand vous voulez faire confire un aliment, vous allez utiliser des graisses. Le sel également est un conservateur. Donc, quand vous faites de la salaison, quand vous faites du saumurage, vous utilisez du sel comme conservateur. Vous pouvez conserver avec du sucre. Le sucre également, le sucrage, c'est une méthode de conservation. Et le fumage, donc tout ce qui est la fumaison, le boucanage, quand on fait boucaner, quand on fait fumer, ça permet de sécher l'aliment et de le conserver. Et il faut savoir que la fumée va jouer un rôle d'antiseptique. Donc, pour conserver donc, tout ce qui est poisson, viande, une des méthodes utilisées, c'était effectivement de fumer votre aliment. Maintenant, en dehors de ces méthodes-là, vous pouvez utiliser d'autres conservateurs qui sont des conservateurs chimiques. Vous allez avoir, par exemple, des sulfites que vous allez utiliser pour conserver du vin, des fruits séchés. Vous avez également les nitrates et les nitrites que vous pouvez utiliser comme additifs dans les process de fabrication à base de viande, un peu comme tout ce qui est saucisson, qui est jambon. Et ces nitrates ou ces nitrites permettent de protéger votre aliment contre les bactéries qui sont responsables notamment du botulisme. Donc, ce sont des conservateurs qui contribuent de façon significative à la sécurité alimentaire. Vous en avez d'autres. C'est à vous de faire un choix dans votre process de production si vous utilisez des produits naturels ou des produits issus de l'industrie chimique. Le rôle d'un antioxydant, c'est de limiter la prolifération des bactéries et des microbes. Donc, les antioxydants vont permettre de garder la fraîcheur des aliments, d'augmenter leur durée de vie, tout en limitant les détériorations causées par l'oxydation. Oui, les antioxydants limitent l'action de l'oxygène sur les produits. Quand vous avez par exemple une banane ou une pomme, quand vous l'épluchez, elle noircit. Maintenant, quand vous mettez un antioxydant, ça vous permet de stabiliser et empêcher votre fruit ou votre légume de noircir. Un des puissants antioxydants naturels, c'est le citron. Vous allez voir par exemple, quand vous versez du citron sur une pomme ou sur une banane, ça empêche l'oxydation, ça protège votre fruit de l'oxydation. Dans les salades de fruits par exemple, on met systématiquement du jus de citron. Ça permet de protéger l'oxydation de la salade de fruits. Donc, maintenant en termes d'antioxydants chimiques, vous avez tout ce qui est acide ascorbique, tocopherol, que vous allez avoir sur les étiquettes sous le nom de vitamine C ou vitamine E. Ils préservent donc de l'oxydation des denrées alimentaires. Les texturants vont permettre de donner et de conserver une bonne texture aux aliments en les rendant homogènes. Donc, avec les additifs alimentaires de la famille des texturants, le goût de l'aliment va rester inchangé, mais sa texture sera différente. Donc, avec un même aliment, vous pouvez obtenir différentes textures. C'est le cas, par exemple, du lait et de la vanille. Si vous mélangez le lait et de la vanille, vous pouvez avoir du lait vanillé, vous pouvez avoir une crème dessert, un flan à la vanille, vous pouvez avoir du fromage à la vanille, une mousse ou une crème glacée. Tout ça toujours à partir du lait et de la vanille. Donc, l'aliment de base est le même ici. Mais les texturants que vous allez ajouter pendant la préparation vont permettre de jouer sur la matière. Ça pourra être mousseux, ça pourra être solide,
etc. Donc, les texturants et les agents de texture sont principalement des protéines végétales ou animales. Mais vous pouvez également avoir des algues, des ferments, etc. Un des plus célèbres, c'est l'agar-agar. Le xanthan également. Donc, l'idée ici, c'est d'agir dans un seul but, de structurer l'eau qui est présente dans les aliments. Pour épaissir un liquide, par exemple, le texturant va former de grosses molécules qui vont gêner la mobilité de l'eau. Pour gélifier, par exemple, un liquide, c'est une autre technique. Ce sont des molécules texturantes qui vont se lier entre elles et bloquer l'eau en leur centre. En fait, ce sont des émulsifiants, des stabilisateurs qui sont utilisés chaque fois qu'une recette va mélanger des ingrédients qui ne sont pas miscibles. Par exemple, l'eau et l'huile. Le but des exhausteurs de goût est d'améliorer le goût d'un aliment ou son odeur en faisant ressortir un ingrédient. Ce sont par exemple des substances qui n'ont pas de goût ou peu, mais qui renforcent celui d'une denrée. Le plus connu, c'est le sel. Vous allez également avoir certains acides qui vont être présents dans les potages, les sauces, les bouillons. Par exemple, l'acide glutamique et ses glutamates que vous allez mettre dans les chips, les gâteaux d'apéritif. Mais il faut être très prudent quand vous utilisez les exhausteurs de goût. Actuellement, ce sont des additifs qui sont les plus controversés parce qu'ils jouent sur l'appétit. Donc, ils agissent inconsciemment sur le consommateur en le poussant à ingérer de très grandes quantités d'aliments. Quand vous mangez des chips, par exemple, vous avez envie de continuer à manger. Pareil pour les gâteaux apéritifs. Donc, vraiment, il faut maîtriser l'usage des exhausteurs de goût. Il faut les modérer autant que possible. Les édulcorants vont être utilisés pour faire des aliments qu'on dit light. Mais ils servent également à prolonger la durée de vie en remplacement du sucre. Leur intérêt par rapport au sucre, c'est d'avoir un pouvoir sucrant beaucoup plus intense et en même temps une valeur calorique nulle. Vous avez par exemple l'aspartame. C'est un édulcorant qui a un fort pouvoir sucrant qui va remplacer le vrai sucre dans les produits dits light. Par exemple, tout ce qui est soda, sucrète, bonbons, chewing-gum. C'est un faux sucre qui n'est pas métabolisable. C'est-à-dire que le corps ne peut pas tirer l'énergie contrairement au vrai sucre. Mais le fait que les papilles gustatives aient cette sensation du plaisir sucré est intéressant pour l'agro-industriel. Dans une précédente vidéo, nous vous avions donné tous les codex, toutes les codifications des différents additifs alimentaires principaux. En général, ça commence par E. Nous vous recommandons d'aller regarder la précédente vidéo que nous avions faite sur les additifs alimentaires où nous vous donnions les différents codes. Parce qu'ici, nous ne sommes pas rentrés dans les codes, dans la codification des additifs alimentaires. Mais si vous avez l'habitude de lire les étiquettes, vous allez en général voir des E, E022, E ceci, c'est le codex, c'est la codification de ces additifs. Donc, si vous souhaitez vous investir dans l'agro-industrie, vous devez véritablement vous former avant d'utiliser les additifs alimentaires dans vos formules, dans vos recettes. L'idéal étant d'utiliser au maximum les additifs alimentaires naturels, tout ce qui est sel, vinaigre, sucre, citron, huile, etc., etc. Il est également intéressant de revenir, de se réapproprier nos process de production ancestraux et voir comment les industrialiser. Vous avez par exemple le sel gemme, qu'on appelle au Cameroun kanwa, mais dont le nom est argile mormorionite de calcium. Cette argile mormorionite de calcium est utilisée pour conserver, protéger la couleur et les propriétés des légumes lors de leur cuisson. Donc, l'argile mormorionite de calcium ou kanwa ou sel gemme, on doit pouvoir se réapproprier ce conservateur, ce protecteur de couleur. Par exemple, quand nous lavons des feuilles vertes, des légumes verts, dont le ndolé par exemple, on va utiliser cette argile mormorionite de calcium afin de préserver la couleur des feuilles, afin de préserver ce vert-là quand on les fait bouillir. Vous allez également attendrir les aliments à la cuisson difficile
grâce au kanwa. Que ce soit quand vous cuisez le haricot, vous allez y mettre un peu de sel gemme. Quand vous faites du coquille et autres, ça va faciliter la digestion en réduisant les flatulences. Donc, ce sont des additifs que nous négligeons, mais qui sont très importants et que nous utilisons d'ailleurs tous les jours, sans savoir en fait qu'il s'agit d'additifs. Pareil pour le cuir qu'on obtient à partir des tiges Triumpheta pentadra. Le cuir également est un excellent additif alimentaire. Il va donner une consistance gluante aux aliments. Donc, si vous voulez avoir un gélifiant ou un liant pour les glaces, vous pouvez utiliser le cuir. Déjà, il n'a pas de saveur. À la base, c'est un gélifiant, un liant, c'est gluant, sans aucun goût. C'est de l'eau, vous mettez de l'eau chaude, vous faites l'extraction à partir des tiges de cette plante-là. Vous obtenez dans ce liant-là que vous pouvez incorporer dans vos glaces pour lui donner l'aspect gélifiant, l'aspect de glace. Donc, intéressez-vous à ce type de conservateur. Dans tous les cas, on ne le redira jamais assez sur cette chaîne. Nous devons être des agriculteurs et des industriels responsables et soucieux de la santé du consommateur. Donc, travaillons à mettre nos chercheurs, il y en a dans nos pays, au service de nos futures industries afin, in fine, de limiter les dégâts de l'industrialisation sur la santé. Et ces dégâts-là sont observables dans les pays développés. C'est la chance que nous, qui n'avons pas véritablement industrialisé notre production, c'est la chance que nous avons, c'est que nous pouvons apprendre des erreurs des autres. Le secret, c'est d'avoir moins d'ingrédients possibles sur nos étiquettes parce que de plus en plus, la tendance est au retour à une alimentation plus saine. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le nous en commentaire. Merci de vous abonner à notre chaîne AgriTV Web et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Nous vous encourageons à nous accompagner à ce travail de vulgarisation en partageant au maximum nos vidéos. Ce serait votre façon de nous accompagner et de nous aider. Comme vous le savez, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.